Nous les invitions tous les dimanches pendant 10 ans. Quand nous avons perdu notre maison dans un incendie, nous avons demandé si nous pouvions rester une semaine, juste le temps que l'assurance arrive. J'ai supplié. Mon gendre a ri. On ne tient pas un refuge, a-t-il dit. Ma fille m'a tendu un prospectus de motel. J'ai dormi dans notre voiture calcinée pendant 3 nuits avant de me souvenir de la copie du testament cachée dans le tiroir de mon bureau. Ce que j'ai fait ensuite a fait la une des journaux. Je suis Franck. Je ne suis pas quelqu'un qui a jamais demandé grand-chose. J'ai travaillé toute ma vie comme technicien de réparation de machines. Carole, ma femme, travaillait à temps partiel dans une cafétéria d'école jusqu'à ce que ses genoux lâchent. Nous étions prudents. Nous avons économisé. Nous avons élevé notre fille, Megan, dans une petite maison en briques sur Rivermont Avenue à Lynchburg, en Virginie. Elle n'était ni grande ni luxueuse, mais c'était chez nous. Pendant plus de 10 ans, nous avons organisé des dîners dominicaux chaque semaine. Megan et son mari, Brad, n'en ont jamais manqué un seul. Nous payions les courses, faisions toute la cuisine, nettoyions après. Ils venaient avec leurs 2 filles, se garaient dans notre allée, s'asseyaient sur notre canapé, mangeaient dans nos assiettes et repartaient sans lever le petit doigt. Ils disaient toujours « merci », et nous pensions que c'était suffisant. Nous pensions qu'ils appréciaient. Je ne le pense plus. L'incendie s'est produit un jeudi 17 octobre. C'est comme de l'amadou cette semaine-là. Quelque chose d'électrique a fait des étincelles dans la buanderie. Je préparais du café quand j'ai entendu un drôle de bourdonnement sec, puis Carole a crié. Le temps que j'attrape l'extincteur, il était trop tard. La fumée est arrivée vite, épaisse et noire. J'ai attrapé Carole et je l'ai tirée dehors par l'avant. Nous sommes restés dans le jardin et avons regardé tout brûler. La moitié de notre vie a brûlé en moins d'1 heure, vieilles photos, recettes de Carole, la table que mon père nous avait construite quand nous nous sommes mariés où tout avait disparu. Quand les pompiers sont partis, nous nous sommes juste assis sur le trottoir. Carole m'a tenu la main et a pleuré. Il ne me restait plus que le silence. Cette nuit-là, la Croix-Rouge nous a donné un endroit où dormir, un refuge local, des lits pliants, aucune intimité, de la soupe froide. Je ne pouvais plus laisser Carole y rester. Ses jambes étaient enflées, son dos se bloquait. J'ai appelé Megan le lendemain matin. Megan, chérie, on a juste besoin de quelques jours, 1 semaine au plus, le temps que le chèque de l'assurance arrive. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, puis la voix de Brad, Franck, je ne pense pas que ça va marcher. J'étais confus. Quoi? Je veux dire, on a les sports des filles. Megan a son travail. Je travaille à la maison. On est déjà débordé. Tu crois que je veux ça, ai-je dit, la voix brisée. On vous a nourri toutes les semaines pendant une décennie. On a gardé vos enfants quand vous vouliez des soirées en amoureux. J'ai appris à votre aîné à faire du vélo. Je suis désolé, a finalement dit Megan. Elle n'avait pas l'air désolée, elle avait l'air effrayée. Ce n'est juste pas le bon moment. Puis elle m'a envoyé par SMS la photo d'un fichu prospectus d'hôtel, un boui-boui en bord de route à 49 $ la nuit, sans site web, sans Wi-Fi, sans sécurité, sans offre d'aide pour payer rien. J'ai regardé l'écran et j'ai senti quelque chose craquer en moi. Nous ne pouvions pas nous payer un motel. Notre argent était bloqué. L'assurance a dit que ça prendrait au moins 3 semaines. Alors, nous avons dormi dans la voiture. Notre Buick était garé derrière ce qui restait de notre maison. Elle sentait encore le plastique brûlé. J'ai fait un oreiller avec de vieilles serviettes dans le coffre. Carole s'est endormie en pleurant la première nuit. La deuxième nuit, elle n'a pas parlé du tout. La troisième nuit, je n'en pouvais plus. Je me suis réveillé avant le lever du soleil. J'avais l'impression que mon dos allait se fendre en deux, et c'est là que je me suis souvenu du tiroir. J'avais un bureau dans l'arrière-boutique, un vieux bureau en bois des années 70. Dans le tiroir du bas, il y avait un faux fond que j'avais fabriqué des années auparavant. J'y gardais quelques affaires personnelles, de vieilles lettres, une copie du testament de mon oncle et des copies des titres de propriété qu'il m'avait laissés. Je n'y avais pas touché depuis des années. J'ai dit à Carole d'attendre dans la voiture et j'ai grimpé à travers ce qui était autrefois notre salon. Le sol gémissait sous mes pieds. Des taches de fumée couvraient les murs. J'ai trouvé le tiroir sous un tas de tuiles de plafond carbonisées, et il était toujours là, le dossier inifugé, hermétiquement fermé. Je l'ai ouvert là, dans les cendres, le testament, l'acte de propriété, mon nom.
3 parcelles de terrain dans le comté d'Amherst. L'une avait une cabane de chasse délabrée, les 2 autres étaient boisées, inutiles à l'époque. Mais il y a 2 semaines, un de mes amis du service d'urbanisme de la ville m'a dit quelque chose, le terrain avait été rezonné. Une société de promotion immobilière prospectait la région. Personne ne le savait encore, mais sa valeur allait grimper en flèche. Brad ne savait rien de tout ça. Il avait toujours supposé que j'étais fauché. C'est pourquoi il me traitait comme une vieille relique usée, comme si nous n'étions qu'un couple de fardeaux attendant de mourir. Il avait tort. J'ai appelé le promoteur le lendemain. Je lui ai dit que je n'étais pas encore intéressé par la vente, mais que je voulais savoir ce qu'ils offriraient. Ils ont dit qu'ils avaient été autorisés à monter jusqu'à 480 000 $ pour les 3 parcelles. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Je les ai remerciés et j'ai raccroché. J'avais un plan. Pour moi, un plan très clair, très personnel. 3 jours plus tard, je suis entré dans un restaurant local du centre-ville de Lynchburg et j'ai demandé à parler au rédacteur en chef du journal de la ville. Je lui ai dit que j'avais une histoire que les gens de cette ville devaient entendre. Il a écouté. Il a demandé des preuves. Je lui ai montré des photos de nous organisant des dîners dominicaux. Je lui ai montré le prospectus de motel que ma fille m'avait envoyé. Je lui ai tout raconté. Il m'a demandé si j'étais sûr de vouloir rendre ça public. J'ai dit oui, et ce n'était que le début. Le rédacteur en chef s'appelait Denny, à peu près mon âge, il avait grandi ici comme moi. Je lui ai montré des photos sur mon téléphone, Megan et Brad à notre table, leurs enfants sur notre balançoire, Megan tenant une tarte de Noël que Carole avait préparée. Il y avait plus de 100 photos de dîners dominicaux. Je les avais toutes gardées. Puis je lui ai montré le prospectus de motel que Megan m'avait envoyé. Il l'a regardé longuement. Vous dites que votre fille, votre enfant unique, vous a repoussé après un incendie de maison, a-t-il demandé. 3 nuits, nous avons dormi dans une voiture, ai-je dit. Je leur ai donné tout ce que je pouvais. Nous n'avons jamais demandé d'aide jusqu'à maintenant. Et maintenant j'en ai fini de faire semblant qu'ils sont de bonnes personnes. Denny a publié l'article. Il l'a intitulé « Un couple local ruiné par un incendie, repoussé par sa propre fille ». Il est paru un mardi, page 1, en couleur. Ils ont utilisé une photo de moi et Carole du Noël dernier, tenant un jambon devant notre sapin, souriant comme des idiots qui croyaient encore à la famille. En 2 jours, l'histoire s'est répandue. Un animateur de radio local l'a lu à l'antenne. La chaîne 13 a fait un reportage. Les gens ont commencé à en parler à l'épicerie, à la poste. Une femme que je n'avais jamais vue m'a arrêté dans un Walgreens. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit que sa fille lui avait fait la même chose des années auparavant. Elle s'appelait Janine. Nous avons pleuré dans le rayon des allergies. Mais la partie qui a vraiment fait du bruit est arrivée le week-end suivant. J'ai payé un graphiste pour imprimer une grande pancarte, lettres noires sur fond blanc, simple et clair. Je l'ai clouée sur les restes calcinés de notre maison, nous avons nourri notre fille et son mari tous les dimanches pendant 10 ans. Puis notre maison a brûlé. Ils nous ont donné un prospectus de motel. En dessous, j'ai scotché un prospectus. Les gens ont commencé à venir, à prendre des photos, à les partager en ligne. Un pasteur a laissé des fleurs sur les marches du perron. Un groupe d'adolescents locaux est venu et m'a aidé à ratisser la cour. Mais Megan et Brad, ils se sont tus au début. Puis les SMS ont commencé, « Papa, qu'est-ce que tu fous? Enlève cette pancarte. Tu nous fais passer pour des nuls. » Je n'ai pas répondu. Alors, Brad m'a appelé. Sa voix était sèche et rapide. « Tu dois enlever cette fichue pancarte tout de suite. Tu embarrasses ta famille. » Famille, ai-je dit. Vous avez bien montré que je n'en avais plus. Puis j'ai raccroché. Il a rappelé 6 fois. Je n'ai pas répondu une seule fois. Le rebondissement suivant est arrivé une semaine plus tard. Un agent immobilier, pas Brad, mais quelqu'un d'autre, a appelé à propos du terrain dans le comté d'Amherst. Il a dit que le promoteur avait augmenté son offre. Ils étaient maintenant prêts à payer 570 000 $ si j'acceptais dans les 48 heures. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Puis j'ai appelé Megan. Quand elle a décroché, j'ai dit, une seule chose, je sais quelque chose que tu ne sais pas, et tu vas bientôt le sentir. Elle s'est tue, puis a raccroché. Quelques heures plus tard, j'ai eu une visite.
Brad s'est présenté au motel où nous avions finalement réussi à nous enregistrer. Il n'a pas frappé, il s'est juste approché de la porte pendant que j'étais assis dehors à fumer. Il portait son blazer, essayant toujours de se donner des airs importants, même après tout ça. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit. Je me suis penché en arrière et je l'ai regardé. « Maintenant, tu veux parler ?» Il s'est assis en face de moi comme si nous étions égaux. « Tu ruines la réputation de ta fille. » Elle l'a fait elle-même. Il a ri comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Elle est stressée. Elle a les filles, le travail. Elle ne savait pas quoi faire. Elle savait comment envoyer un prospectus de motel par SMS, ai-je dit. Brad s'est penché en avant. Je sais pour le terrain. Je sais qu'il vaut quelque chose. Si tu penses le laisser à Megan, souviens-toi juste qu'elle n'a pas besoin de drame attaché à son nom. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on garde tout ça secret. C'est là que j'ai réalisé qu'il pensait que j'avais déjà prévu de tout lui laisser. Il n'avait aucune idée que j'avais changé mon testament 2 jours auparavant, aucune idée que le terrain allait maintenant ailleurs, aucune idée que j'avais une autre surprise en préparation. La vengeance ne concernait pas seulement l'argent, il s'agissait de leur montrer, de prouver à tout le monde que la gentillesse n'est pas faiblesse, que vieux ne signifie pas impuissant, qu'oublier ne signifie pas disparu. Et je n'avais pas encore fini, loin de là. Après que Brad soit venu au motel et ait essayé de me baratiner pour regagner mes faveurs, j'ai su que je leur faisais peur. Non pas à cause de ce que j'avais dit, mais à cause de ce que je n'avais pas dit. Ils devinaient maintenant, et ils devinaient mal. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que 3 jours avant cette rencontre, j'avais déjà changé mon testament. J'étais entré dans le bureau d'un avocat spécialisé en succession en ville et je lui avais dit que je voulais tout refaire, vite. J'avais apporté les copies des actes de propriété, la lettre d'offre du promoteur et un dossier avec la preuve que Megan et Brad ne nous avaient pas aidés après l'incendie. Il m'a regardé et m'a dit, « Êtes-vous sûr de vouloir complètement déshériter votre fille ?» Je ne la déshérite pas, ai-je dit. Elle s'est déshéritée elle-même. Je ne fais que terminer les formalités. Au lieu de Megan, j'ai désigné quelqu'un d'autre comme héritière. Elle s'appelle Angie. Angie travaille au restaurant près de mon ancien domicile. Elle apportait des repas chauds à ma femme quand Carole s'est cassé la hanche il y a 3 ans. Elle n'a jamais rien demandé en retour. Elle laissait des plats cuisinés dans notre boîte aux lettres quand elle pensait que nous n'étions pas à la maison. Elle a entendu parler de l'incendie, elle est venue la même semaine avec 2 sacs de courses et un sac de couchage. Elle a proposé de nous aider à nettoyer le terrain. Je m'en souviens. Elle a un fils de 10 ans et l'élève seul. Son mari est mort dans un accident de travail il y a 3 ans. Elle n'a pas grand-chose, mais elle donne plus que les gens qui ont tout. Alors, je lui ai tout laissé, à elle et à son garçon, tout le terrain, tous les futurs paiements, tous les droits. J'ai dit à mon avocat de s'assurer que Megan ne verrait pas un seul centime. Puis il y a eu la collecte de fonds de l'église. Une petite église baptiste de Forest avait vu l'article du journal. Leur pasteur nous a contactés et a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour nous. J'ai dit que nous n'avions pas besoin d'argent. Il a dit qu'ils aimeraient quand même aider. Le dimanche suivant, ils ont organisé un repas partagé et une vente aux enchères pour collecter des fonds pour le couple au dîner dominicaux et à la maison incendiée. Plus de 200 personnes sont venues. Un artiste local a fait don d'une peinture. Un pompier à la retraite a offert son précieux service de couteau. Les gens ont pleuré en nous serrant dans leurs bras. Carole n'avait pas souri depuis des semaines, mais ce jour-là, elle l'a fait. Le même après-midi, un homme en costume s'est approché de moi. Il a dit qu'il représentait un autre promoteur. Il avait entendu dire par des bruits de couloir, « Je possède ces 3 parcelles à Amherst. » Il a offert $600 000 sur le champ. Pas de manigance, pas d'attente. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Plus tard dans la nuit, j'ai dit à Angie que je voulais qu'elle et son fils viennent avec moi sur le terrain. Je lui ai montré la vieille cabane de chasse. Elle était délabrée, mais le toit était solide. Nous avons marché ensemble dans les bois. Elle a dit que c'était la première fois en 5 ans qu'elle ressentait la paix. Je lui ai tendu la carte de visite du promoteur. Appelez-le si jamais vous voulez vendre, ai-je dit, mais ne vous sentez pas obligé. Elle m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Personne ne m'a jamais rien donné de tel auparavant, a-t-elle dit. Vous l'avez mérité, lui ai-je dit. Pendant ce temps, Megan avait commencé à se montrer dans les endroits où elle savait que je pourrais être. D'abord, c'était l'épicerie, puis la poste.
Un jour, elle s'est accidentellement présentée au restaurant pendant que je mangeais. Chaque fois, elle agissait comme si de rien n'était. « Salut papa, comment vas-tu » Je hochais la tête et continuais mon chemin. Puis elle est devenue désespérée. Elle s'est présentée au motel et a frappé à la porte. Carole a ouvert. Megan l'a bousculée et s'est tenue là comme si elle avait toujours sa place dans nos vies. « Papa, il faut qu'on parle » a-t-elle dit. Carole s'est assise sur le bord du lit et a détourné le regard. Elle n'avait plus parlé à Megan depuis l'incendie. Je me suis levé et je lui ai fait face. « Non, c'est toi qui dois écouter. » Megan a croisé les bras. « Tu agis comme si on t'avait mis dehors exprès. C'était juste une période difficile. Chaque fois qu'on vous a nourri, aidé avec vos enfants, réparé votre plomberie, donné de l'argent pour l'essence, c'était pendant nos périodes difficiles. Nous n'avons jamais cherché d'excuses. » Elle n'a pas répondu. « J'ai changé le testament, lui ai-je dit. »« Tu n'y es plus. » Son visage s'est décomposé. « Tu es sérieux. » « Je l'ai donné à quelqu'un qui s'est comporté comme une famille quand tu ne l'as pas fait. » Elle a commencé à pleurer. « Alors, c'est ça? Tu nous coupes les ponts? » « Non, c'est toi qui l'as déjà fait. Je ne fais que rattraper mon retard. » Elle est partie en larmes. Brad m'a appelé 1 heure plus tard et a laissé un message vocal, « Tu le regretteras. Tu détruis ta famille pour un malentendu. » Je l'ai supprimé sans écouter jusqu'à la fin parce que ce n'était pas un malentendu, c'était la clarté. Et je ne faisais que commencer. 1 mois s'est écoulé. La chambre de motel où nous vivions a commencé à ressembler à une prison. Les murs étaient minces, la moquette sentait le moisi. Carole ne pouvait pas traverser le parking sans s'accrocher à mon bras. Nous n'avions toujours pas eu de nouvelles de la compagnie d'assurance, mais la ville continuait de se manifester pour nous. Des gens que nous connaissions à peine apportaient des plats cuisinés. Un homme a proposé de reconstruire notre perron à partir des décombres. Il se souvenait si être assis quand il était enfant, attendant que son père finisse des travaux de plomberie à l'intérieur de notre maison. Carole a de nouveau pleuré, mais cette fois, ce n'était pas le genre de pleurs qui vous vide, c'était le genre qui vous remplit à nouveau. Puis il y a eu la vente aux enchères de l'école. Angie m'a appelé la veille. Ils mettent aux enchères des places de parrainage pour le nouveau gymnase de l'école, a-t-elle dit. Les plus gros donateurs ont des plaques sur le mur. Tu devrais venir, juste pour regarder. Je savais où ça menait. Brad était au conseil d'administration de l'école. Il se vantait depuis des mois de mettre les Msekinus sur le mur. Le gymnase avait 12 places de parrainage. Ce soir-là, je suis allé à l'école avec une chemise empruntée, rasée de frais, avec un chèque plié dans ma poche avant. J'ai attendu que Brad et Megan arrivent. Ils étaient tous sourires, serrant des mains comme s'ils possédaient l'endroit. Megan portait un de ces manteaux beige serrés qui lui donnaient l'air de se présenter à quelque chose. Quand la vente aux enchères a commencé, Brad n'arrêtait pas d'augmenter les enchères, 500 ici, 1000 là. Il essayait de s'assurer la première place. Quand le commissaire-priseur est arrivé à la première place, au centre et au-dessus du terrain, j'ai levé la main. 10 000 $. La salle est devenue silencieuse. Brad s'est retourné, confus, puis son visage a changé. Je me suis avancé et j'ai remis le chèque au commissaire-priseur. Faites inscrire sur la plaque, en mémoire de ceux qui se manifestent quand la famille ne le fait pas. Les gens ont applaudi. Brad est resté figé, fixant le sol. Megan n'a pas voulu croiser mon regard. Quelques semaines plus tard, Carole et moi avons finalement reçu l'argent de l'assurance. Pas assez pour reconstruire la maison, pas entièrement. L'inspecteur des incendies avait noté trop de risques structurels. Nous avons reçu un dédommagement, mais pas assez pour repartir à zéro sur ce terrain. Mais j'avais déjà autre chose en tête. J'ai appelé Angie et je lui ai demandé si ses garçons aimaient toujours pêcher. Elle a dit oui. Alors, j'ai acheté une cabane préfabriquée de 2 chambres, je l'ai installée sur le terrain boisé à côté de la vieille cabane de chasse, bardage neuf, panneaux solaires, une petite terrasse avec une balançoire. Puis j'ai appelé le service d'urbanisme de la ville et je l'ai fait enregistrer au nom d'Angie et de son fils. Je ne lui ai rien dit avant que ce ne soit fait. Elle a pleuré quand elle l'a vu. Son garçon courait en rond sur la terrasse. Je lui ai remis les clés et j'ai dit, tu ne me dois rien, mais si jamais tu fais un dîner dominical, garde-moi une assiette. Ça aurait dû être la fin, mais le karma ne suit pas un calendrier. 2 mois plus tard, Brad s'est fait virer.
Il s'est avéré qu'il avait poussé une affaire immobilière louche dans le dos du conseil d'administration de l'école. Quelqu'un l'a dénoncé après la soirée de la vente aux enchères. Les rumeurs disent que c'était un autre membre du conseil qui détestait l'air suffisant de Brad ce soir-là. Peu de temps après, Meghan a essayé d'ouvrir un blog parental, mais les gens en ville se souvenaient de l'article du journal. La section des commentaires est devenue un désastre. Elle l'a fermé en moins d'une semaine. Ils ont perdu la face, puis ils ont perdu des amis, un par un. Les voisins ont cessé de répondre à leurs appels. Même leurs enfants ont été traités avec froideur à l'école. Je n'ai rien fait de tout ça. Je n'ai rien demandé de tout ça, mais c'est arrivé. Carole et moi avons emménagé dans une petite location en périphérie de la ville. Une femme de l'église en est propriétaire. Elle nous a fait un prix, a dit que c'était un honneur de nous avoir là. Elle a même planté des rosiers devant parce qu'elle savait que ceux de Carole lui manquaient. Tous les dimanches maintenant, nous dînons toujours avec quelqu'un, parfois avec Angie, parfois avec Janine de Walgreen, parfois avec des familles de l'église. Toujours de vraies personnes, des gens qui ne distribuent pas de prospectus de motel quand vous perdez tout. J'ai vu Meghan une dernière fois. C'était à la station-service près de la périphérie de la ville. Elle était à la pompe 3, juste debout là, fixant la voiture pendant qu'elle se remplissait. Je suis passé devant elle en entrant. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, comme si ce qu'elle pensait poursuivre lui avait déjà glissé entre les doigts. « Papa » a-t-elle dit doucement. Je l'ai regardée. Elle a essayé de sourire. « Comment vas-tu » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste hoché la tête. « J'espère que tu vas bien » a-t-elle ajouté, presque comme un murmure. Je n'ai rien répondu. Parce que dites-vous à quelqu'un qui avait une place à votre table tous les dimanches pendant une décennie, puis vous a laissé dormir dans une voiture calcinée. Je suis entré, j'ai acheté un soda, je suis ressorti et j'ai continué mon chemin. C'est comme ça que ça s'est terminé, pas par une dispute, pas par un cri, mais par le silence et quelque chose de plus fort que la colère par la paix. Celle que l'on gagne, celle que l'on construit, planche par planche, après l'incendie.